Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Pour ce nouvel épisode du podcast, place à Antonin Bocara. Il est à la fois l'un des associés de la maison d'édition All Chap Games et l'auteur d'une quinzaine de jeux édités. Panic Island, Parodin, Fiesta de los Muertos, 0 à 100, Complice ou plus récemment Enquête Express ou encore Focus. Avec Mysterium Kids, co-créé avec Yves Hirschfeld, il a remporté mi-juillet le Kinderspiel des Jahres 2023. Ma rencontre avec Antonin s'est tenue une quinzaine de jours avant la cérémonie du célèbre prix allemand, lors du festival Paris est ludique. Eh bien, je suis contente de retrouver Antonin pour ce nouveau podcast. Bienvenue sur le podcast, Antonin. Merci à toi, c'est cool. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation suite aux recommandations de Marc-Antoine Doyon sur un précédent podcast. Voilà, donc c'est cool. C'est chouette de la part de Marc-Antoine. Que c'est vrai, ça fait un petit moment. On s'est connus sur Etu Game où il faisait plein de petites vidéos. Et là, maintenant, il a fait son premier jeu Asdor là, et tout. Donc, ça fait plaisir en tout cas qu'il m'ait conseillé. Voilà, donc écoute. Du coup, l'idée c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours d'auteur. On va pas forcément revenir sur le détail de chaque jeu, parce que ça commence à faire... Le catalogue s'agrandit. Mais déjà, peux-tu me dire un petit peu les débuts, les prémices du jeu? Quel a été le déclic? Alors, quel était le déclic? Déjà, le jeu, moi je considère... la première chose que fait un bébé, c'est pas de parler, c'est pas d'écrire, c'est pas de marcher, c'est de jouer. Donc c'est la première interaction qu'on a. C'est plus qu'on l'oublie après. Donc quel est le déclic qui m'a fait revenir? Mais j'estime que c'est surtout revenir parce que on est des homo ludens, quoi. On joue. C'est l'interaction première. Après, moi ça a été vraiment le jeu au sens large. C'est-à-dire que j'adore le sport, qui est un jeu. J'adore la musique, j'adore le théâtre et le jeu de société aussi. Mais donc justement, d'abord, moi j'ai surtout fait beaucoup de sport. Okay. Avec mon père et mon frère, on fait plein de sports et plein de jeux de plein air. Et on jouait toujours à des trucs un peu plus particuliers, justement, jeux de plein air. Parfois, ils faisaient des grands après-midi. Et avec ma mère aussi qui venait cette fois-ci. Et là, on faisait des éperviers en chasse, des loups renards vipères, mais ensuite des jeux que je n'ai même plus le nom aujourd'hui, qui étaient beaucoup plus spécifiques que mon père allait lire des bouquins pour les apprendre. Et puis un jour, ils sont allés à Oya. Au Oya Café, okay. Ils ont ramené tous les deux, ma mère a ramené plusieurs jeux, Bonanza, C'est ce qui prend, d'accord. Et qui ont été là des vraies révélations de jeux de société. C'est ce qui prend et Bonanza, ouais, c'était vraiment les deux premiers où j'ai adoré. Mm-hmm. Bien sûr, j'ai joué au Monopoly, j'ai joué au Kies, j'ai joué à tout ça, mais mes deux, où je me suis dit, waouh, et Klein Fischer aussi, qui est un petit jeu pas très connu. Ouais. Petit jeu de stop encore très bien. Ok. Voilà, allemand. Donc tu as commencé à jouer en famille? J'ai joué en famille, simplement. Clairement, voilà, j'ai joué en famille et là je suis tombé dedans, quoi. Tombé dedans, ok. Et alors, comment après on tombe dedans? Ok, donc on joue, on découvre et tout ça, mais comment un jour on se dit, tiens, moi aussi j'ai des idées et j'ai des envies et j'ai des idées de jeu et voilà. Comment ça démarre ça? Parce que... c'est un processus. Déjà, je pense que si je m'étais dit je veux être auteur de jeu, je ne serais pas arrivé. Parce que ça m'aurait stressé, ça m'aurait mis un truc. Donc c'est un processus qui s'est fait de manière assez naturelle. Hein. C'est-à-dire que moi, je t'ai dit, je commençais à aimer les jeux. Mais on n'en avait pas 10 000, hein, on en avait quelques-uns. Mm-hmm. Et un jour, mes parents partent au Mexique pendant un mois. Et d'habitude, je partais toujours avec eux. J'ai passé une partie de mon enfance là-bas. Okay. Mais là, j'avais 18 ans et j'avais un poste de surveillant de lycée. Et donc, je ne pouvais pas partir. Donc, je suis resté un mois tout seul. Et c'était dans le Lot. Moi, j'habite dans le Lot, dans un tout petit village. On ne fait pas grand-chose tout seul dans le Lot, dans un mois. Donc, j'ai invité des potes qui étaient des lycéens, justement. Qui sont encore des très grands amis à moi, qui viennent faire les festivals avec moi. Okay. Et je les invite et on se met à jouer le soir. Et je sors tous les jeux que j'ai. Et chacun, je dis, amenez vos jeux aussi. Et là, on se met à s'éclater. Et là, je me dis, mais je suis surveillant, je suis très riche en ce moment, j'ai 600 € par mois. Je peux mettre de côté, je mets 100 € de côté tous les mois pour acheter des jeux. Et on se met à jouer. On se dit, mais c'est génial. Okay. Comme si on ouvrait une nouvelle porte. Tu augmentes ta ludothèque. J'augmente ma ludothèque et là, on se dit, mais ça serait cool de faire jouer les gens aussi pour qu'ils découvrent ce qu'on a eu la chance de découvrir. Donc, on monte une association avec mes deux potes, un petit collectif plus qu'une association où tous les mois, on fait des soirées jeux. Qu'on continue encore. Hein. Ah, c'est génial. Ça fait, donc j'avais 18 ans. Ouais, dans la petite ville à côté de 3000 personnes, on continue encore. On a entre 30 et 50 personnes qui viennent tous les mois.
Et à chaque fois, il y a de nouvelles personnes qu'on connaît pas. Donc t'as tes testeurs du coup là. Ouais, Souvent, alors là, de je leur proto fais pas forcément Non, pas trop forcément. tester de proto, mais plus j'amène plein de jeux et Ok. on fait jouer. Et au bout d'un moment, à force de jouer les gens, bah, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas tester moi aussi de faire des jeux? Mhm. Au début, sans prétention aucune, voilà, juste comme ça. Et toujours sans prétention, j'espère. Et le Et- premier jeu finalement, le premier jeu, c'est pas forcément le premier jeu édité. Enfin, je sais pas, est-ce que t'as souvenir Ouais, je me rappelle très bien sûr. Ça s'appelait Altus Situs Fortus. C'était un jeu sur les JO. Parce que j'étais passionné de sport et c'était un gros jeu de gestion. Alors que tu vois, dans Ah ma ouais, production actuelle, j'ai plus jamais fait ça. Ouais. Et j'ai bossé Ok. plein dessus et. Tu t'es mis la barre très haute dès le départ. Et ben, t'as Ouais, dit, mais tu sais, j'ai commencé à jouer à des jeux de gestion ensuite. Ok. Et maintenant, j'y joue plus du tout. Parce que c'est beaucoup moins mon truc. Je suis allé au Festival de Cannes, je l'ai montré au off. Personne n'est venu jouer pendant 2 jours, je me rappelle très bien. Ah oui, c'est fou ça. Ouais, donc j'ai dit j'arrête, je C'est vais faire des toujours trucs plus prisé simples. pourtant, c'est quoi. un truc de fou. Hein C'est un truc de fou le Ouais, off mais quand il même. était moche mon jeu, il était pas terrible. D'accord. Donc il est rangé dans un carton, qui sait, peut-être un jour ça ressortira. Peut-être, mais j'estime qu'il lui manque une émotion forte. Ouais, d'accord. Donc Voilà. il y a peut-être à rechercher quelque chose. Ouais, et puis en même temps, il y en a aussi qui font tout jeu. J'en discutais avec des auteurs, il y a peu pour moi, il faut pas se limiter dans la création, mais faut se limiter dans qu'est-ce qu'on montre aux éditeurs. On est aussi un rôle dans la surproduction actuelle. Et moi, j'estime que c'est pas que à l'éditeur de faire le choix, et on crée, ça c'est bien, il n'y a pas à se limiter sur créer. Mais on doit aussi nous-mêmes se dire, non, toutes mes créations ne sont pas forcément destinées à être éditées. Donc Ouais. celle-là est bien en tant que genèse, en tant que principe. C'est comme les chansons. Les chansons, j'en ai fait des tas, et toutes ne sont pas destinées ensuite à être chantées en concert, sûr, mais ouais. elles sont importantes déjà en tant que création. Oui, parce que elle t'amène à un processus vers un autre plus abouti peut-être derrière. C'est aussi. ça. Soit Ouais. plus abouti, soit qu'il y en a qui sont un truc plus personnel, Ouais, d'accord. y compris même dans les jeux, et d'autres que j'estime qui sont intéressants à une échelle plus tout public. Mhm. Alors quel est ton premier jeu édité et quelle est son histoire un petit peu? Alors déjà, je vais préciser la question, demander, Ouais. est-ce que c'est le premier jeu signé ou le premier jeu sorti? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bah, le premier jeu signé, tiens. Premier jeu signé, ça a été un jeu très compliqué. J'ai signé mon premier jeu avec Libellude. Ok. Ça s'appelait Des Bourses, mon jeu, c'était un jeu de dés. C'était incroyable pour moi. J'avais signé avec Libellude, c'était comme si j'avais signé avec le Real de Madrid. J'étais là, mais j'ai pas dormi de la nuit, c'était fou. Ça s'est très mal passé. D'accord. On en parle, c'est pas caché avec Libellude, parce qu'en plus maintenant on a travaillé sur Mysterium Kids et ça se passe super bien, donc je suis content que ça se termine comme ça. Mais ça s'est très mal passé. Je suis tombé sur un développeur qui me considérait comme un genou qui a eu de la chance de faire un jeu. Et moi, j'avais pas à ce moment-là le truc de dire bah non, c'est pas que de la chance. Et je me suis senti dépossédé totalement. Mais comme le Real de Madrid, il y a un jeune qui signe avec le Real et le Real lui dit bah en fait tu vas rester sur le banc pendant 3 ans. Ok. Donc pendant 3 ans t'attends. Et quand on te fait enfin jouer, on te dit bah en fait on te met défenseur. Mais tu dis mais moi j'étais milieu. Non mais tu vas jouer défenseur. Hmm. C'est pareil mon jeu. Hmm. Ah ouais bah on va le faire sur ce thème, sur un géant alien rose. Quoi? Ah, c'est comme ça, c'est nous qui décidons. D'accord. Et on me l'a saccagé. Ça n'a jamais marché, hein. C'est un jeu, un gros four. C'est le plus gros four de Il est l'Immédiat. sorti. Ouais, ça s'appelle Attack of the Jelly Monster. Ok. Faut pas y jouer, c'est pas terrible. Mais à la base, le proto était bien. Je dis pas, il avait des défauts, hein. Mais j'ai beaucoup appris grâce à ça, énormément. D'accord. Et toi, du coup, effectivement, d'où la relation auteur-éditeur. Tu devances un peu mes questions, qui est vraiment ultra importante, parce qu'il y a Ultra une importante. relation de confiance, bien sûr. Central. Et voilà, c'est la première chose pour toi quand tu signes justement un jeu aujourd'hui avec un C'est éditeur. le rapport de confiance. Ouais. Aujourd'hui, j'ai retravaillé avec Libellude, ça s'est passé extrêmement bien grâce à une confiance qui était de nouveau là. Mais aujourd'hui, la première chose auquel je fais attention, mais c'est comme dans les rapports humains, c'est le rapport de confiance. Moi, quand on brise ma confiance, c'est le pire qui arrive. Hmm. Et je peux être extrêmement énervé. Comme je peux être quelqu'un de très doux, mais à ce moment-là, alors énervé, je vais pas, mais je vais me lever, je vais dire c'est intolérable et je vais partir. Hmm. Parce que c'est la confiance, c'est pour moi ce qui est à la base des rapports humains, ouais, je pense. Et donc un éditeur, c'est ce que je recherche avant tout, avant l'argent, avant de la reconnaissance, Mhm. c'est de se dire on va bosser ensemble. Et je On le va fais- faire un bout de chemin. Voilà, on va faire un bout de chemin, et un bout de chemin, on va y avoir une mise à nu un peu parce que c'est de la création. Mhm. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que quand je travaille avec un éditeur, c'est le premier truc, quoi. Avant de dire est-ce que c'est un gros, est-ce que c'est un petit, c'est est-ce que le rapport de confiance il est là. Ouais. Et si je sens qu'il est là,
ah bah ça peut être des aventures là incroyables. Bah ouais. Et alors, donc du coup, effectivement, le catalogue commence à être assez conséquent. Donc il y a Fiesta de l'Ouest Mortos, forcément, Focus qui vient de sortir, Parodin, Mysterium Kids, Kids of London. Qu'est-ce qu'on a encore? Enquête Express qui est sorti aussi cette année. Ouais. Voilà, donc beaucoup de jeux qui ont un peu peut-être un dénominateur commun quand même, qui est des jeux assez rapides, malins, frénétiques parfois, des jeux d'ambiance. Est-ce que ça, c'est effectivement ta marque de fabrique ou est-ce que c'est inconscient? Peut-être, sans doute, je sais pas. Tu disais tout à l'heure que tu avais un grand... Ouais, c'est conscient. Là, tu disais tout à l'heure que tu avais fait un gros jeu qui est... Non, c'est conscient. C'est une démarche consciente. Ouais. Alors, la démarche consciente, pour moi, c'est des petits jeux qui s'expliquent très vite parce que... Alors, moi, je fais une distinction forte entre le grand public et le tout public. Moi, je vise le tout public. Okay. Ça ne veut pas dire tout le monde. Hein. Ça veut dire que tout le monde pourrait s'y retrouver. Mais ça ne correspondrait pas à tout le monde. Mais pas le grand public. Le grand public, c'est le public mass market, comme on l'appelle. Fiesta, tu vas avoir Dark Vador qui se côtoie avec Simone Veil. Et c'est ça, Fiesta. Ouais. Fiesta, il y avait des gens, ils nous disaient « Ah ouais, mais vous avez mis Frida Kahlo ?» Ben ouais. Et c'est là où ça me plaît, c'est que mes parents, ils vont y jouer parce qu'il y a Frida Kahlo et mes potes, ils vont y jouer parce qu'il y a Dark Vador. Okay. Je schématise. Hein. Ouais. Ça, c'est ce que je recherche. Et la simplicité d'une règle, c'est aussi ce qui permet ça, de parler à tous. Simple, mais pas simpliste. C'est ça. C'est plus abordable, on va dire. Dans c'est le sens plus abordable. Pour moi, les grandes œuvres littéraires aussi, elles ont ça. Tu vois, Jean-Paul Sartre, je vais largement préférer son théâtre, qui huis clos, tout le monde peut dire huis clos. Moi, je l'ai lu au lycée et j'ai dit « Ah ouais, c'est ça, Sartre. En fait, c'est pas juste L'être et le néant où mon père m'en parle et j'arrive pas à accrocher. » Je dis pas que L'être et le néant n'a pas sa place, c'est vachement intéressant. Mais la démarche dans huis clos m'intéresse encore plus parce qu'elle est justement tout public. C'est-à-dire, encore une fois, pas forcément tout le monde, mais tout le monde pourrait. Donc c'est ça ce dénominateur commun entre tous ces jeux. Après, j'essaie de me mettre des challenges dans le jeu. J'ai un côté un peu oulipien, pour reprendre quelque chose de littéraire. Oulipien, c'était de la création à contrainte, c'est-à-dire de me dire, bon, je n'ai pas fait encore de jeu à quiz. Eh bien, détournons le quiz. Et 0 à 100, le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. Et je vais twister le quiz d'une autre manière. Justement, pour que ça ne soit pas un truc clivant de je connais. Oui, c'est ça. On est tous frustrés quand on a un super pote ou un super parent qui est l'encyclopédie. Pour prendre 0 à 100 l'exemple, par exemple, si je fais un quiz et que je dis qui a écrit Guerre et Paix, c'est pas du tout marrant. Parce que soit on le sait, c'est Tolstoï, je crois. Et là, je peux me la péter, je suis fier, mais c'est pas ludique ça. Non. Soit je le sais pas, je suis un peu humilié. Par contre, si je dis comme dans 0 à 100, combien de centimètres mesure Maître Yoda? Ou à quel âge Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris? Combien il y a Pokémon? Ah non, c'est dans 0 à 1000. 0 à 1000, ça. Et bah, tout le monde peut tenter la réponse. Ouais. Voilà. Et donc, à chaque fois, voilà, j'essaie de prendre une mécanique et de la twister. Faut être deuxième pour gagner dans Kids of London. Le téléphone arabe dans Fiesta. Voilà, la mécanique Focus avec Romaric qu'on a fait. Cette idée de codename, mais on n'a pas le droit de parler. Mysterium Kids, on va prendre un tambourin. J'aime créer de l'étrange. C'est ça. J'aime qu'il y ait une surprise. Et j'adore quand les gens me disent au départ, ton jeu, je crois que ça va pas marcher. Tu vois, ils ouvrent la boîte et ils se disent non, mais il y a une banana, par exemple, ça va pas marcher ce truc-là, c'est quoi? Et qui jouent, ils se disent ah ouais, en fait, ça me plaît. Et cette émotion de je croyais que ça va pas aller me plaire et que ça va me plaire, c'est comme dans la vie. Tu rencontres quelqu'un et tu dis un premier a priori et puis. Et tout à coup, tu dis génial. Je trouve ça fabuleux. Et c'est ce que je recherche, cette émotion-là, c'est un des trucs qui me plaît le plus. Ok. Et ça marche a priori. Ça dépend. Hein. Non, mais c'est vrai, parfois ça rate. Hein, mais, oui, bien sûr. Mais tu vois, l'enquête, c'est pareil. Je me suis dit, Enquête Express, je vais essayer de faire l'enquête à ma sauce. Mais je parlais du sport tout à l'heure. Hein. Les sportifs qui m'ont le plus marqué, c'est pas forcément les plus grands champions. C'est les mecs ou les filles qui tout à coup sont arrivés et ont proposé un truc totalement différent. Par exemple, il y a Dick Fosbury. On connaît le Fosbury. Mais en fait, ça vient de Dick Fosbury, qui était un mec qui, un jour, alors que tout le monde sautait sur le ventre, s'est mis à sauter sur le dos. Tout le monde s'est foutu de sa gueule au départ. Les juges, ils n'étaient même pas sûrs d'homologuer le prix. Finalement, il a gagné. Il a gagné les JO. Mais c'est pas celui qui a le plus de titres. Hein. C'est pas le record du monde aujourd'hui. Mais il a surpris, et par l'étrange en plus. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait que ça allait rater. Garincha, footballeur incroyable, qui avait une jambe plus courte que l'autre de 6 cm. Et avec lui, le Brésil n'a jamais perdu quand il jouait avec Pelé. Ça, j'adore ces histoires-là.
Et moi, si je peux être le Garincha, d'ailleurs, j'ai une jambe plus courte que l'autre aussi, mais moins. Du 6 cm, ça commence à faire. Voilà, 6, non, moi j'ai 1,2 et c'est déjà pas mal. Hein. Si toute proportion gardée, si je peux être le Garinja du jeu de société, ça serait extraordinaire. C'est chouette comme vision des choses. Et par exemple, c'est un truc qui me plaît bien, c'est dans Complice. Il y a des choses qui font référence à des trucs qu'on a connus aussi gamins, quoi. Le coup des lunettes dans Pif Gadget, par exemple. Voilà, ouais. Je pense que c'est peut-être ça qui est ressorti. Oui, Complice, ça a été avec Jules, là, qui est d'ailleurs en face de moi. Tiens, ça, c'était une correspondance d'idées où on a réfléchi ensemble. C'est lui qui a eu l'idée des lunettes filtres. Moi, j'étais dans un jeu de parcours à ce moment-là où on parlait. Il y en avait un qui a les yeux fermés, il y avait mon pote Arthur. Donc parfois aussi, c'est des mélanges. Tu vois, c'est ça qui est beau aussi dans la création. C'est que parfois on crée seul, parfois on co-crée. Le co-autorat, justement, ça, c'est quelque chose que tu aimes particulièrement. Justement, alors, je trouve ça très dur. Ouais. On est déjà plusieurs dans ma tête. Alors si on en rajoute, je dirais pas que j'aime particulièrement. Alors si, j'aime particulièrement, mais c'est très dur. Donc pour moi, c'est plus rare. J'ai co-autoré avec Jules et Arthur sur Complice, avec Yves Hirschfeld sur Mr. Home Kids et I Am Banana, et après avec Romaric Gaglionet sur Focus, sur un jeu de puzzle aventure là, qui va sortir bientôt, et sur un Fabrique Arrive qui sort bientôt. Bah, c'est pas simple. Y a des fois c'est très simple. Et j'ai essayé avec d'autres personnes, et c'est avec Yves et Romaric que j'y arrive le mieux. Voilà, tu vois. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est aussi une question de complicité pour le coup. Comme complice. Ouais. Non, mais c'est ça. Et ça veut pas dire. C'est pas forcément des gens d'ailleurs avec qui il y a des gens que j'adore dans la vie. Ça n'a rien à voir d'arriver à créer ensemble. Tu vois, c'est encore d'autres choses pour moi. Ouais. C'est vraiment. Là, il y a 2 loustiques qui me regardent, il y a 3 loustiques qui me regardent. Par exemple, co-créer avec eux, ça serait impossible, tu vois. Ouais. Non, j'adorais avec Rémi et Nathalie, pour ne pas les citer. Et qui sont, du coup ? Voilà, j'ai parlé de toi, Jules, juste avant. Qui sont donc Rémi et Nathalie Saunier, qui sont des auteurs qui travaillent beaucoup en co-auteur justement. Ok, d'accord. Voilà, qui ont créé Twin It par exemple. D'accord, ouais. Voilà, mais des tas d'autres choses comme Petit Peuple, etc., etc. Mais bref, voilà, le co-autorat, c'est vraiment quelque chose de particulier. Tu vois, on parlait de la chanson tout à l'heure. Moi, j'aime bien parler des différentes créations. Nous, on fait de la chanson avec mon frère. J'ai vu ça. Et quand on fait un concert, les gens nous disaient alors, vous co-créez les textes ? Non, on alterne. Okay. Et notre concert, par exemple, c'est toujours une chanson de l'un, une chanson de l'autre, une chanson de l'un, une chanson de l'autre. La musique, on peut co-créer, mais les textes, jamais. C'est plus personnel, peut-être. C'est trop personnel. Ouais. Et les jeux, c'est pas simple non plus. Hein. Ouais. Tu y mets de toi, finalement, aussi, dans les jeux, justement. Mais moi, c'est quoi ? C'est une expérience ? C'est un voyage ? On m'a dit que tu étais très baroudeur. C'est une sensation ? Qu'est-ce qui t'inspire, finalement ? C'est d'abord... Alors, tu l'as dit, c'est d'abord la vie, quoi. Bon, déjà, une première chose, moi, c'est l'émotion. Un jeu naît d'une émotion. Donc déjà, il faut que je la ressente comme l'autre. Et ensuite, souvent, il y a un grand lien avec ma vie. Moi, j'estime que le boulot, souvent d'auteur, c'est aussi tout un travail de source. Hein. Par exemple, sur Sherlock Holmes, sur Focus, je me suis relu tous les Sherlock. D'accord. Et j'ai annoté chaque mot que je trouvais intéressant et qui pourrait être dans le jeu. Et ensuite, on les a remis avec Old Chap. Alors là, je pouvais me permettre ça parce qu'en plus, je suis un des membres dans le Chap. On va y venir. Et je leur disais, voilà, j'ai lu ça, hop, tel mot, ensuite qu'on inclut comme image. Ensuite, Jules faisait le brief, puisque c'est directeur artistique sur ce jeu, à l'illustrateur. Et ensuite, je disais, très bien, les joueurs, je veux qu'à la fin, ils puissent jouer certaines enquêtes dans Focus. Okay. Donc, si tu prends la carte 13, 26, 42, machin, ce ne sont que des éléments qui sont mentionnés dans l'étude en rouge. Par exemple, de Sherlock Holmes. D'accord. Une autre, tu peux jouer la signe des 4 aussi. Tu peux jouer 5 pépins d'orange. Et c'est parce qu'il y a eu tout ce travail de source. Fiesta de los Muertos. C'est un gros boulot de malade en fait. Ouais, c'est pour ça que j'en fais moins. Je te dis aussi Fiesta de los Muertos. Non seulement tous les personnages sont morts dans le jeu, mais 2 ans auparavant, mon père avait écrit un bouquin qui s'appelait Des eaux pour l'éternité. Parce que ça fait 40 ans qu'il lui travaille sur les Mayas et moi j'ai vécu au Mexique. T'as vécu au Mexique, donc tu disais, ouais. Et y a une chanson à la fin de la règle qu'on chantait lors de conférences avec mon père sur les morts, et elle est dans le jeu. Oui, et c'était pas du tout la thématique de départ. Tout à fait. Tu peux en revenir là-dessus ? C'est pas toujours moi qui trouve les thématiques, et dans le cas de Sherlock, par exemple, c'est moi qui l'ai trouvé, elle me tenait très à cœur, même si après on l'a peaufiné avec toute l'équipe, hein, bien sûr, et avec Romaric en tant qu'auteur. Sur Fiesta, je suis arrivé avec juste la méca. Juste la mécanique, où j'ai appelé PA, je me rappelle très bien, je lui ai dit là, je crois que j'ai un truc qui marche vraiment bien.
je sentais qu'il y avait un truc qui se passait dans la partie. Je voulais créer un jeu pour le nouvel an, pour mes potes, j'en avais marre de jouer aux mêmes choses. Et d'immédiatement, ça a pris. Et là, on a beaucoup réfléchi à la thématique. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de Fiesta de los Muertos. Je crois que c'est Jules et PA qui en ont parlé. Et là, j'ai dit, mais carrément, parce qu'en plus, ça me touchait émotionnellement. Et donc là, on a pu faire tout le travail de cohérence pour que tous les éléments, chaque personnage du jeu soit mort dans la vie ou mort dans la fiction. Dark Vador, la mère de Bambi. Voilà. Oui. Ouais. Et ensuite, le travail aussi de citation des morts dans le jeu. On a mis les morts il y a des petites citations en bas qui sont des morts dans le jeu qui parlent de la mort. Brassens, les morts sont tous des braves types. Platon, la mort n'est que le commencement. Enfin voilà. Ce travail de citation de la chanson. Et ensuite, sur Fiesta, ce qui a été incroyable, par exemple, c'est toutes les traductions aussi. Où il a fallu toujours vérifier qu'à chaque fois, ils prenaient que des morts liés à leur culture. Donc on vérifiait tous les fichiers japonais, tchèques, hongrois. Oui, parce qu'on n'a pas personne n'a le même rapport à la mort, là, pour le coup. Voilà. Et donc, ils avaient une base, dans ces cas-là, de 90 personnages internationaux qui ne changeaient pas. Ok. Dark Vador, Cléopâtre, ça marche dans tous les pays. Mais 30 personnages français qu'on avait enlevés pour mettre les leurs. D'accord. Et là, ils avaient un cahier des charges. Je peux te raconter une très belle anecdote, d'ailleurs, par rapport à ça. Vas-y. C'est bien toujours en lien au sport. Tu as vu mon lien au sport cette histoire, je la commence par autre chose, par le sport. Un jour, je suis chez moi et j'ouvre une lettre. Et c'était une lettre anonyme. Ok. Et cette lettre anonyme, je l'ouvre et il y a un journal avec une photo d'un sportif qui s'appelle Émile Zatopek. Et je ne connaissais pas Émile Zatopek à l'époque, pas bien. Et il y a marqué cette simple phrase laconique, « On dirait toi quand tu cours ». Je cherche qui m'écrit ça, je vais à mon club d'athlètes, personne ne me répond. Et je ne trouve pas qui m'a écrit ça. Défaut de trouver, je cherche qui est Émile Zatopek. Je recherche qui est Émile Zatopek, et là je vois que c'est un coureur incroyable, qui est le seul à avoir gagné le 5000 mètres, le 10 000 mètres et le marathon dans un même Jeux olympiques, 1956 je crois, à Helsinki. Et je vois aussi que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant dans son histoire personnelle, qui politiquement s'est opposé quand les chars russes sont arrivés, et qui ensuite a été envoyé dans les mines d'uranium, comme éboueur. Et je vois un personnage fabuleux, et pour la spécificité, on dirait toi quand tu cours, c'était pas élogieux en fait. C'était que Zatopek, quand il court, il fait des grimaces terribles, parce qu'il souffrait énormément. D'accord. On l'appelait la locomotive tchèque, et ses bras cadençaient, tchac, 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 tchac. Et ça m'intéresse tellement que j'écris une chanson sur lui. Ok. Et je vois qu'on en parle au Centre national tchèque de Zatopek. Je me rends au Centre national tchèque. J'écoute toute une conférence sur lui. Je me lève pour chanter la chanson. Je la chante. Et je rencontre des gens qui ont rencontré Zatopek. Je suis ultra touché. Et quel est le lien Fiesta, tu me diras? Eh bien, ça doit faire 5 ans après, je reçois la boîte tchèque. Et au dos, sur l'exemple, à la place d'Hercule, il y avait Zatopek. Ah, c'est génial. Et là, j'ai versé ma petite larme. Ah, c'est top. Ouais. Sans rien dire, enfin sans rien demander. Sans rien avoir demandé. Sans rien, voilà. Et là, c'est là où je te dis, où pour moi, les jeux, c'est une vie aussi, quoi. Ouais. Mais oui, pour le coup, oui, voilà, c'est une vie. C'est vraiment des liens avec des histoires personnelles et c'est chouette. Très, très belle. Voilà les petites anecdotes. On va parler un petit peu de ton rôle maintenant chez Old Chap, parce qu'effectivement, la double casquette d'auteur et de co-éditeur. Comment on appelle ça? Éditeur. Je suis un des associés. Un des associés, voilà. Quel est donc ton rôle, toi, chez Old Chap, et quelle est la façon dont tu travailles? Alors bon, chez Old Chap, déjà, on a à la fois un rôle, on est référent de certaines choses, et en même temps, on est tous couteaux suisses. Mais on est quand même référent. Je suis référent sur plusieurs pôles. Le pôle de l'événementiel, donc tout ce qui est les festivals. Voilà, c'est pour ça que tu m'as trouvé sur le stand, là où j'animais. Et après, sur le développement des jeux. Alors, développement, c'est pas création. C'est important. Création, c'est l'auteur. Oui. Développement, ça va être peaufiner le jeu. Ça peut être des jeux où je suis l'auteur ou je suis pas l'auteur. Voilà, ça, c'est mon rôle. Ça peut être Jean-Baptiste aussi, qui a des autres associés qui s'occupent, soit lui, soit moi, parfois nous deux. Voilà. Ce sont mes deux parties les plus importantes. Après, je fais d'autres petites choses, mais chez Old Chap. Ok. Et alors, c'est peut-être pas évident, par contre, d'être à la fois auteur et développeur. Alors, quand c'est mes jeux comme Fiesta Haute, c'est moi qui m'occupe du développement, même si ils vont faire énormément de retours. Mais c'est moi qui vais être le chef de projet. Quand c'est des jeux autres, là, on réédite Link, par exemple. Là, c'est Jean-Baptiste, le chef de projet. Ça veut dire que je travaille aussi, mais c'est plus lui.
C'est vrai que moi, je fais pas de sourcing par exemple. C'est pas moi qui fais le sourcing, donc le sourcing c'est tester les protos parce que ça me met mal à l'aise en tant qu'auteur. Ok. J'ai pas envie d'avoir cette phase-là où en plus je vais voir plein de protos où je pourrais sans faire exprès de m'inspirer ou autre. Donc c'est Jean-Baptiste qui s'en occupe. Ah, c'est marrant, Théo Rivière m'a dit la même chose. Voilà, mais c'est Ouais, important, c'est ouais, important de mettre des distinctions dans les choses. Donc c'est pas moi du tout qui fais le sourcing. Par contre, s'il y a un jeu excellent qu'on veut éditer, bien sûr, je vais donner mon avis. Mais là, par exemple, c'était encore plus facile sur Link parce que c'est une réédition. Donc j'avais déjà joué au jeu que j'adorais, donc carrément, j'ai dit on fonce. Ok. Et alors, quelle est là ton actualité plus particulièrement du moment et qu'est-ce qui est à venir? Alors l'actualité du moment, il y a Focus. Qui est sorti, donc le jeu autour de Sherlock Holmes, même si volontairement on n'a pas mis Sherlock Holmes dans le titre parce que en fait, à la fois on peut y voir tout le fond de Sherlock et aussi on peut y jouer sans faire attention. Et c'était notre but d'ailleurs, pour toujours être dans cette idée du tout public. C'est-à-dire que les amateurs de Holmes pouvaient s'y retrouver, mais les gens qui n'y connaissent rien peuvent y aller en se disant juste c'est un jeu avec des belles images. Donc ça c'est Focus, on est extrêmement content du retour parce que là on en a vendu 8000 en un mois et demi je crois, juste en boutique SP, donc c'est excellent pour nous, on reste une petite boîte quand même donc c'est très important pour nous, ça se passe bien, et puis on sort très peu de jeux avec Old Chap, on sort un jeu par an, donc s'il marche pas c'est plus dur. Bien sûr. Voilà, et puis on y met beaucoup d'âme, beaucoup de cœur, que ça soit PA, que ça soit JB. Voilà, vous êtes combien sur le Chap? Alors maintenant, on est 4 associés et 4 salariés, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire les associés, il y a Thomas, JB, PA et moi. Sachant que Thomas, JB et PA sont les associés fondateurs. Okay. Moi, je suis venu après. Et salariés, il y a PA, JB, Emma et moi. Et donc il y a Focus, voilà. Bien sûr. Il y a Mysterium Kids qui a été nommé au Spiel, là. Je ne m'attendais pas du tout. J'allais t'en parler, assez... très bien. C'est marrant, d'ailleurs, je peux te parler d'un mot sur ça parce que ça m'intéresse. Donc, le Spiel, je ne m'y attendais pas du tout d'être nommé, je ne savais pas. C'était ce jour-là, d'ailleurs. Les nominations, j'ai reçu des messages de félicitations, je ne savais pas pourquoi on me félicitait. Qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui j'ai compris après. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et en même temps, alors si la nomination m'a fait que plaisir. Par contre, moi j'ai un rapport particulier au prix, aux récompenses dans le monde ludique. Moi je ne suis pas pour les récompenses dans le monde ludique, de dire ça c'est le meilleur de l'année. Pour moi c'est pas sain. Et c'est pas vrai. Les nominations, je trouve ça très bien. Moi j'aimerais que ça s'arrête là. Ouais. De faire un focus, sans faire de mauvais jeux de mots, et de placement de produits, mais de faire une sélection et dire voilà, ça c'est les X jeux, les 5 jeux qu'on recommande cette année, à l'As d'Or, au Spiel. Ah, ça c'est super pertinent et on a besoin de ça. Voilà, des 10 jeux. Mais de dire ça c'est le meilleur, dans cette catégorie, ça c'est le meilleur, je ne trouve ça pas vrai. Parce que forcément c'est subjectif. Et d'ailleurs les jurys eux-mêmes disent c'est un choix du jury. Mais on sait bien comment c'est interprété par le public. C'est le meilleur jeu de l'année. Voilà. Et oui, et puis on vient en boutique, on va demander... Ça va créer un énorme amas de vente juste sur celui-là. Moi je suis plus sur un équilibre aussi. Et ensuite ça crée aussi souvent quelque chose où le jeu primé va peut-être être plus consensuel. Parce que justement il faut quelque chose qui corresponde plus. Alors que dans une sélection on peut se permettre de mettre des choses plus bizarres. Et enfin, et peut-être le plus important, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas sain pour les auteurs. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais demandé à être en compétition avec les autres. Ouais. Pourtant, t'es un sportif, toi. Mais je questionne ça aussi dans le sport. Je suis d'accord, je suis un sportif. Mais justement, c'est parce que je le vois dans le sport. Et en sport, ça fait 5 ans que je fais plus de matchs avec mon frère. Parce que j'ai plus de tennis. On joue. Et en sport, moi aussi, par exemple, le Ballon d'Or, je suis pas pour le Ballon d'Or. Moi, je suis pour une sélection des joueurs de l'année. Mais pas pour dire ça c'est le meilleur, parce que c'est le même truc que le défenseur central, l'attaquant. Et je te dis, ça crée un truc malsain en tant qu'auteur, où moi, tout à coup, je vois des tensions même que je peux sentir en moi ou autre, où tu es là, mais j'aimerais gagner face à lui. C'est quoi ça? J'ai pas envie de ça. Et j'estime qu'en tant qu'auteur, on a le droit de réfléchir aussi aux règles du jeu des prix. Ouais, c'est vrai. Et ça pourrait être aussi un jeu coopératif, c'est-à-dire où on dit, voilà les 10 de cette année. Et moi, je suis pour qu'on réfléchisse, même si c'est moins mass market, moins vendeur que de dire voilà le meilleur. Oui, mais c'est plus vrai et c'est plus sain.
Alors si tu gagnes le prix, tu vas être bien embêté du coup. Bah, si je gagne le prix, je dirais ça. Ça veut pas dire que je serais pas heureux, parce qu'on va pas se mentir. Par contre, Bien sûr. une fois que je suis dans ce jeu-là, j'ai fait un match de tennis avec mon frère avant-hier, non pas contre, je t'ai dit qu'on joue plus contre, mais on joue en double. J'étais content de gagner. Et on est quand même du tennis, donc j'estime que la compétition est un peu plus saine parce qu'on joue le même jeu. On joue pas le même jeu, hein, là il y en a 3 différents. C'est ça. Ouais. Tu vois, c'est pas anodin. Donc je serais content, mais j'estime que c'est une joie qui n'est pas forcément saine, qui va flatter trop mon ego en plus. Tout à coup en me disant, t'es le meilleur. Non, je suis pas le meilleur. Moi, j'ai pas besoin qu'on flatte trop mon ego. J'en ai déjà un qui est bien là. Donc, faudra demander conseil à Jules. Hein? Faudra demander conseil à Jules. Quoi. Pourquoi? Par rapport à comment il l'a. Comment il a senti. Sa victoire, ça serait intéressant de lui demander. Je sais pas exactement. Tu en as pas parlé. Ouais. Non, pas directement. On en a pas trop parlé. Ok. Une petite précision. Il s'agit de Jules Messot, l'auteur du jeu Acropolis et gagnant de l'As d'Or cette année à Cannes. Moi, je sais que ça me ferait bizarre. Je serais très content, mais j'estime que j'ai pas envie d'avoir forcément cette joie-là. Maintenant qu'on m'a mis dans le truc, maintenant qu'on est face au fait accompli, je suis pas masochiste, hein, j'ai pas envie de perdre. Hein. J'ai envie que Mr. Kids y gagne. Mais je dirais au jury, merci, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie qui perdure. Dans l'idée, j'aimerais qu'il n'y ait plus que des nominations. Et voilà. C'est une belle chose, oui, mettre plusieurs personnes en lumière et plusieurs jeux, et ouais, c'est sûr. Voilà. Sans forcément choisir. Je pense que c'est très important comme message. Et alors, juste pour revenir sur Mysterium Kids, tu avais une méca, mais ça n'avait pas forcément à voir avec l'univers de Mysterium, hein, c'est bien ça? Absolument, ouais. Donc c'est un jeu que j'ai fait avec Yves Hirschfeld. En fait, au début, on a pensé à l'idée et très vite, nous, ce qui est important, c'est la justification de la mécanique et de la thématique. Donc, on s'est dit, ok, jeu d'association de sons, bah ouais, c'est trop drôle, machin, on tape sur le tambourin, mais si les gens ferment pas les yeux, bah ils le voient, donc c'est du mime en fait. Donc, il faut qu'on ferme les yeux. Mais on va pas dire aux gens fermez les yeux. Il faut leur raconter une histoire. Donc, ils s'endorment. Et quand on s'endort, qui peut faire du bruit? Pour nous, c'était un fantôme. Et entre nous, d'ailleurs, on appelait ça le fantôme casse-couille au départ. C'était un fantôme qui avait envie d'avoir des amis, donc il faisait du bruit pour qu'on le voit. Voilà. Et ensuite, ça s'est appelé Écoute s'il passe. Et donc, on avait quand même un fantôme, déjà, quand même un manoir. Okay. Mais on n'a pas pensé à Mysterium une seule fois. Et quand on est arrivé ensuite, que Spaceco a décidé de l'éditer, c'est ensuite eux qui se sont rapprochés de Mysterium Kids, de Libellude, pardon, oui, de Libellude, en leur disant en fait, il y a quand même des points communs forts, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée de fantôme, de coopératif, d'asymétrie, de lien de l'association, mais là avec une autre association d'idées. Et donc, on proposait à Libellude, et Libellude a dit carrément, et nous on a dit carrément, parce que moi j'adore Mysterium, c'était un vrai honneur. Et l'aventure était lancée. D'accord, ok. Ouais, une belle histoire aussi. Eh bien, écoute, j'aurais sans doute encore plein de questions à te poser, mais on va essayer de conclure. Peut-être juste, oui, tu m'as parlé des sorties, mais les projets, on termine là-dessus et après on fait un. Il y a un jeu auquel je crois beaucoup, qui s'appelle Puzzle Aventure, qui est qui s'inspire des jeux de ma première aventure de Gameflow, qui est un puzzle narratif qu'on fait, une gamme avec Romaric, à nouveau, Gallionnet, donc le même avec qui j'ai fait Focus. Ça sort en septembre, je crois. D'accord, oui, c'est vraiment très proche. Ouais, on est en train de terminer. Ça sort chez qui? Ça sort chez Gameflow. Ok, ah oui. Voilà. Il y a également un jeu qui s'appelle La Fabrique à rêves, toujours avec Romaric, l'année prochaine chez Funny Fox. Ok. Il y a des nouvelles enquêtes express qui arrivent, dont une que j'ai écrite sur Peter Pan, un peu inspiré d'un côté Peter Pan un peu plus originel et un peu à la Loiselle, la BD, donc un côté un petit peu plus... mais pourquoi Peter Pan, c'est Peter Pan? Pourquoi ce rapport à l'enfance? Voilà. Il y a une autre enquête express d'ailleurs qui sort par un autre auteur, Pierre Buty, puisque c'est l'idée aussi que d'autres puissent s'en emparer, hein, c'est l'idée. Et après, j'ai un autre jeu chez Yellow, qui s'appelle L'Invasion des soucoupes volantes. D'accord. Qui est un jeu en extérieur ou en intérieur. Ok. Voilà, avec des frisbees mous. Ah super, encore des trucs un peu chelous. Voilà, encore des trucs comme tu le vois, un peu chelous. Donc voilà les projets en cours. Il y a pas mal de choses qui arrivent donc. Ok. Ouais, il y en a. Ouais, c'est cool. T'es prolifique. ouais, même s'il faut que je fasse attention à pas
en faire trop pour me laisser du temps. C'est l'idée. Là, j'ai présenté aucun proto, par exemple, à Paris Ludique, là, pour garder du temps pour faire du sport et de la chanson. Oui, bah oui, parce que voilà, multi-passion, en fait, c'est ça le problème des passionnés, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour faire les choses. Ouais, il faut dormir aussi. C'est ça. Je te propose de finir par le petit portrait chinois ludique. Voilà, donc je vais te poser 3 questions. Alors la première, c'est si tu étais un mode de jeu, tu serais lequel ? Plutôt solo, coopératif, semi-coop, compétitif. Voilà, qu'est-ce qui te définit ? Par équipe. Je crois que ça s'est déjà senti un peu dans tes jeux. Voilà, ouais. Par équipe. Ok. Si tu étais donc une mécanique de jeu. Si j'étais une mécanique de jeu. Alors, t'as une question sur le matériel aussi après ou pas ? Non, mais on peut. Parce que c'est mécanique, je dirais le lancer de dés. Si j'étais une mécanique de lancer le dé. D'accord. Avec cette idée à la fois du hasard et du mouvement et de. Quelque chose de palpable. De palpable, ouais. Et puis tu sais, est-ce que Dieu joue au dé ? Oui, mais il les lance dans un trou noir, c'est ce qu'on disait. Ouais. Et cette idée, Dieu et dé, c'est la même racine en sanskrit. Et donc ce truc où ça se crée au moment que tu lances, j'adore. Ok. Si tu étais un illustrateur. Qui je serais ? Ouais. C'est pas facile qui ça. Tu aimerais être ou dessiner comme Loisel, c'est donc la bande dessinée, Peter Pan notamment par exemple, ou La Quête de l'Oiseau du Temps. Pour quelle particularité ou quelle... Je sais pas, tu m'as dit C'est le premier qui est venu. Voilà. J'aurais pu dire d'autres, j'aurais pu dire Franquin, que je trouve incroyable. Loisel, il y a quelque chose dans l'univers fantastique. Et à la fois c'est des traits assez durs parfois, et en même temps il y a aussi toujours une magie. C'est ça qui me plaît, voilà. C'est dur, magie, un peu comme la vie. Okay. C'est dur et c'est magique. Et alors, donc le portrait, ça y est. Est-ce que tu aurais donc quelqu'un à me conseiller pour interviewer à ce micro, à ce podcast, pour en savoir plus sur la création ? J'ai le droit à 2 ou pas ? Oui. Romaric Gallionnet et Julien Protière. Ok, Julien Protière, on en a déjà parlé. Ok. Bah écoute, c'est noté. Alors, merci de cette interview. Et puis, je te propose de conclure par notre phrase habituelle en vidéo et sur le podcast. Tu joues ou quoi ? Mais alors donc... Il faut le dire en même temps. Ah oui, mais attends. Au jeu d'Antonin Bocara. Tu joues ou quoi ? J'espère que cet épisode avec Antonin Bocara vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi ? Comme Jean-Michel et Salut les Noobs sur YouTube ou encore Graph sur Instagram. Tous ont apprécié la vision de Maud Chalmel sur le monde ludique et l'humour de l'illustratrice. Merci pour vos encouragements. Dans le prochain épisode, vous pourrez entendre Céline et Florian Grenier, les fondateurs de la maison d'édition Greux Games. Restez à l'écoute!